Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans cette émission Start comme sur la télé du 21e siècle. Et vous le savez, la mission qui nous fiction dans cette émission, c'est de vous aider à mieux comprendre l'actualité nationale. Et dans cette émission, nous parlons du Covid-19. Il faut tout simplement rappeler que le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie du Covid-19. À la date de ce mercredi 6 mai 2020, on recense plus de 3,5 millions de cas dans le monde et désormais plus de 250 000 cas de décès liés au Covid-19 à travers le monde. En Guinée, quant à elle, le pays passe à la barre notamment de 1800 et quelques cas confirmés désormais dans le pays, dont 418 guéris contre 10 décès d'hospitalisation désormais. Rien que pour la journée de ce lundi, on a enregistré 48 autres cas ont été détectés positifs du Covid-19. Et dans cette émission, nous, on essaye de comprendre avec notamment nos intervenants et celui notamment qui va nous intervenir du côté des États-Unis, Dr Alseni Baldé, épidémiologiste. Avec lui, nous allons passer en revue la question notamment de la politique sanitaire des États-Unis et pourquoi pas ces remèdes malgaches brandis désormais pour l'Afrique. Alors, docteur, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour Monsieur Barry, je vous salue, je salue votre équipe et je salue tous nos auditeurs et auditrices. Alors, docteur, parlant du Covid-19, on sait qu'aujourd'hui les États-Unis est également l'un des pays les plus touchés. Alors, cette question, la politique sanitaire des États-Unis, est-ce qu'on peut dire que c'est la politique la plus redoutable de l'histoire des États-Unis, avec notamment le Covid-19? Bon, enfin, quand on parle de politique sanitaire, je crois que cette pandémie, le Covid-19 a changé toutes les données qui existaient, parce que c'est vrai qu'avant Covid, il fallait avoir une assurance pour aller se soigner à l'hôpital ou bien dans les centres de santé, mais compte tenu de cette épidémie, les choses ont changé et tout le monde est pris en charge, que ce soit dans les centres de santé ou bien au niveau des hôpitaux. C'est vrai que le système de santé américain est un peu différent de celui des autres pays industrialisés, parce que les États-Unis sont le seul pays parmi les nations industrialisées à ne pas avoir un système de couverture sanitaire universelle. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a l'assurance médicale, et ceci vraiment, ça se répercute au niveau des soins prodigués. Et il y a beaucoup de personnes qui sont laissées derrière et qui n'ont pas de couverture sanitaire. Mais il faut noter que cette pandémie a changé les choses et ils sont en train de revoir le système et vraiment changer tout ce qui existait avant. Pour celui qui connaît un peu la puissance des États-Unis, qu'est-ce qui peut expliquer cette propagation fulgurante en termes de nombre de cas et pourquoi pas de décès enregistrés aux États-Unis, étant donné qu'on parle là de la première puissance économique mondiale? Oui, c'est vrai, M. Barry. Je dirais que cette épidémie, d'un côté, a surpris tout le monde, mais de l'autre côté aussi, on a eu un certain temps de préparation qu'on aurait pu exploiter ici aux États-Unis avant l'arrivée de l'épidémie. Parce que si vous vous rappelez bien, l'épidémie a commencé en Chine. En ce moment, c'était une épidémie parce que c'était au niveau local. Elle a commencé là-bas au mois de décembre. Ensuite, elle s'est propagée au niveau de l'Iran, de la Corée du Sud, de l'Italie, de l'Espagne, de la France, avant même d'arriver ici aux États-Unis. Donc, il y a eu à peu près 1 mois ou 2 mois que les autorités ici auraient pu utiliser pour vraiment se préparer pour accueillir cette pandémie. Mais le problème est que quand on parle de public, c'est la politique aussi. C'est la politique définie par les autorités. Et d'un côté, ceux qui sont au pouvoir cherchent à maintenir le pouvoir, à gagner les élections. De l'autre côté, il y a la population qui en pâtit. Donc, particulièrement ici aux États-Unis, les autorités n'ont pas vraiment tenu en compte des données qui existaient déjà pour chercher à se préparer à accumuler des stocks
d'équipements, de médicaments et a commencé à faire des recherches sur le vaccin et sur le médicament à temps. Ce n'est que quand la maladie a commencé vraiment à se propager ici aux États-Unis que les gens ont commencé à s'alarmer. En ce moment, c'était trop tard parce que la progression était fulgurante. Docteur, parlant de la genèse de cette pandémie, il y a quand même un débat qui oppose aujourd'hui le président Trump à son homologue, notamment chinois. Alors, selon vous, en termes d'explication scientifique en tant qu'épidémiologiste, est-ce que le Covid-19, on peut mettre notamment le virus sur l'œuvre humaine ou bien c'est naturel, c'est tout comme autre virus comme Ebola et tant d'autres virus notamment que l'humanité a connus? Oui, Monsieur Barry, c'est une question un peu compliquée, mais il faut savoir qu'avant cette pandémie de Covid-19, il y avait eu d'autres pandémies dans le passé, dans l'histoire. Depuis que les Européens sont venus ici aux États-Unis, de l'Amérique, dans le 15e, 16e siècle, il y avait une épidémie de variole. Quand ils sont venus ici, par exemple, il y a eu cette épidémie de variole qui a dévasté les populations indigènes. 110% des Américains, natifs américains, ont disparu à cause de cette pandémie. Et après ça, en 1918, il y a eu aussi une autre épidémie de flou qui ressemble au Covid parce que c'était dû à l'influenza qui s'est propagée aussi à travers le monde et qui a disséminé une grande partie de la population mondiale. Et après cela, il y a eu d'autres pandémies aussi. Et l'une des pandémies aussi venait, on l'appelait le Asian flu, c'était venu de la Chine. Et ensuite, il y a une autre pandémie, le Hong Kong flu, qui est venu de Hong Kong. Donc cette fois-ci que cette pandémie commence par la Chine n'est pas tellement étonnant parce que ça s'était passé déjà. Et maintenant, dire que l'épidémie a été provoquée par une certaine organisation, une personne, un pays, c'est là où la question se pose. Parce que les chercheurs américains, les scientifiques américains ont fait une analyse approfondie du virus, du Covid-19, mais ils n'ont pas trouvé une manipulation artificielle. Donc, ils ont conclu que le virus est apparu de manière naturelle, une mutation des animaux à l'homme, et ensuite, elle a commencé à se propager entre les personnes. Donc, scientifiquement parlant, ils n'ont pas eu de preuve qu'une personne, un laboratoire a provoqué cette pandémie. Bien que la question il est en politique, c'est vrai qu'il y a une rivalité entre la Chine et les États-Unis, et c'est ce qu'exploitent certaines personnes pour déterminer la dominance d'une puissance par rapport à l'autre. Également un autre débat sur, c'est pas une éventualité de remède ou de vaccin contre le Covid-19 qui n'est pas encore trouvé, mais il y a ce débat autour de ce remède de Didier Raoult, professeur Raoult. Aujourd'hui en France, on a vu même le déplacement du président Macron dans la ville de Marseille, à la clinique notamment du professeur. Alors vous, de votre côté, quelle est votre position sur ce débat sur l'utilisation de la chloroquine? Oui, le débat sur la chloroquine, je ne dirais pas qu'il est clos encore, mais il était plus d'actualité il y a quelques semaines que maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites depuis le début de cette pandémie, des études qui ont commencé en Chine, en France, en Italie et ensuite ici aux États-Unis. Donc, l'une des questions, c'était de savoir est-ce que la chloroquine, l'hydroxychloroquine était vraiment efficace dans le traitement de Covid-19. Bien qu'au sommet de la pandémie, le professeur Raoult et d'autres avaient utilisé l'hydroxychloroquine et certains malades ont été guéris. Mais il faut savoir aussi que c'était vraiment au sommet de la pandémie, donc il n'y avait pas de temps pour proposer une étude scientifique, comme on l'appelle à double aveugle, randomisée, qui est le standard de toute étude scientifique pour prouver qu'un remède, un médicament est efficace ou ne l'est pas. Mais ces études-là ne remplissaient pas ce critère. C'était des études pilotes. C'était un groupe de malades à qui on donnait le médicament et le médecin et les patients savaient quel médicament le malade prenait. Et il n'y avait pas un groupe de comparaison qui prenait le placebo.
Donc, ce n'était pas une étude randomisée et n'était pas à double aveugle. Donc, certains malades sont guéris, certains n'ont pas été guéris. Et tout dernièrement, ici aux États-Unis, ils ont fait aussi d'autres études. À présent, la plus grande étude a couvert après 1063 patients. Et la conclusion est que l'hydroxychloroquine n'est pas plus efficace que le placebo dans le traitement des malades du Covid-19. Et par contre aussi, il y a des effets secondaires de l'hydroxychloroquine, parce qu'il faut savoir que le médicament peut avoir des effets sur le rythme cardiaque, entraîner une arythmie, et surtout quand on le combine avec la zithromycine, qu'on qualifie aussi de médicament efficace contre le Covid-19. Donc, ils ont noté plus de malades qui ont eu des complications cardiaques, des complications psychiatriques du côté de ceux qui prenaient l'hydroxychloroquine que ceux qui prenaient le placebo. Donc, il y a une certaine efficacité, mais elle n'est pas supérieure au placebo. Et de l'autre côté, il y a plus d'effets secondaires. Mais il faut reconnaître que quand rien n'existe, qu'il n'y a pas de remède reconnu, approuvé, les gens utilisent ce qu'ils ont sous la main. Même si l'efficacité est basée sur des études pilotes, même si ce sont des anecdotes, quand même, ils utilisent ce qui est disponible à défaut de quelque chose. Donc à présent, parlant du traitement, l'un des produits qui s'est avéré un peu efficace est le remdesivir, comme l'Afrique, qui est utilisé déjà dans le traitement de l'Ebola. Et c'est ainsi qu'ils ont cherché à l'utiliser aussi contre le Covid-19 pour voir s'il est efficace. Et les études qui ont été faites ici aux États-Unis ont démontré quand même que ce médicament est un peu efficace plus que le placebo. Mais la différence n'est pas grande. Bien qu'elle soit statistiquement significative, elle n'est pas tellement, la différence n'est pas grande. Et il faut reconnaître que le remdesivir aussi, c'est un produit qu'on nous donne en intraveineuse, seulement pour les malades hospitalisés qui sont dans un état grave, alité, qui peut-être doivent avoir une ventilation mécanique ou bien soumis à un traitement à base d'oxygène. Donc, des malades qui ont des difficultés respiratoires très avancées. À ces malades-là, quand on donne la perfusion de remdesivir, ça raccourcit la durée d'hospitalisation. Et la différence est entre 11 jours pour ceux qui ont pris le médicament et de 15 jours pour ceux qui ne l'ont pas pris. Donc c'est votre efficacité, mais elle n'est pas tellement dramatique. C'est pour cela que le médicament n'a pas été encore approuvé par le FDA, le Food and Drug Administration ici, l'organe qui assure, qui approuve les médicaments quand ils sont efficaces, qui donne l'autorisation de les utiliser à grande échelle. Présentement, le remdesivir est réservé aux malades hospitalisés et ça se donne en perfusion. Ce n'est pas un médicament qu'on donne dans les quartiers, dans les centres de santé ou bien les malades qui ne sont pas hospitalisés. C'est-à-dire que la recherche continue à la recherche pour trouver ce médicament miracle, ce médicament remède qu'on peut utiliser dans les quartiers, dans les centres de santé et pour les malades qui ne sont pas à Alors docteur, comme on le sait déjà qu'il n'y a pas de remède officiel contre le Covid-19, en Afrique précisément, en Guinée, on assiste à une sorte d'automédicalisation à travers l'utilisation de la chloroquine. Quelles peuvent être notamment les conséquences d'un tel médicament sur les non-patients et pourquoi pas les patients, l'utilisation de la chloroquine en mode préventif? Merci, M. Barry. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est déconseillé parce que personne ne l'avait utilisé pour prévenir la maladie. Ça n'a pas été utilisé encore. L'utilisation qui a été faite, c'est pour le traitement de ceux qui sont déjà malades. Mais il n'y a aucune étude qui a utilisé l'hydroxychloroquine ou plaquenil pour la prévention du Covid-19. Donc, c'est vraiment une misconception. Si les gens l'utilisent pour la prévention, ils s'exposent non seulement à des complications, des effets secondaires, mais aussi ils peuvent continuer à créer, à approfondir la résistance qui existe déjà. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine est utilisée dans le traitement du paludisme, une maladie qui est endémique là-bas chez nous.
Donc, si on continue à utiliser encore l'hydroxychloroquine, la prévention du Covid-19, ça crée d'autres problèmes à côté de ce qui existe déjà. Donc, l'utilisation qui a été faite, c'est pour le traitement. Et même ceci, on vient de le préciser, que l'efficacité n'a pas été prouvée. Donc, il faut vraiment éviter d'utiliser l'hydroxychloroquine pour la prévention du Covid-19. Ce n'est pas recommandé et ce n'est pas efficace. C'est pas ces grands manques à gagner. Il y a des pays comme le Madagascar qui commence à notamment sortir des remèdes. On a vu la sortie du président malgache par rapport notamment à ces médicaments qui a été notamment mis en valeur par les guérisseurs traditionnels. Que dites-vous d'abord de ces remèdes made in Afrique et qui n'est pas encore approuvé par l'OMS? D'abord, vous, en tant qu'épidémiologiste, quel est le regard que vous portez sur cette annonce de l'invention des remèdes qui venaient de l'Afrique et plus précisément du Madagascar? Oui, on a tous suivi cela partout dans les médias. Le traitement anti-Covid organique, made in Malgache, au Madagascar. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de publicité là-dessus. Mais encore une fois, où sont les études qui ont prouvé que ce remède est efficace? Quelle est cette seule étude qui a été publiée? Même si ce n'est pas scientifique, à plus forte raison scientifique, quelle est cette étude épidémiologique qui a prouvé que le remède est efficace? C'est vrai qu'on peut sortir, brandir quelque chose d'un remède, de tout, quand on est écouté, on peut parler et les gens écoutent. L'exemple que je vais donner, c'est ici même aux États-Unis. Quand en France, on a parlé de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19, ici, le président ici aux États-Unis a utilisé cela aussi pour parler à la télé, donner même l'ordre aux scientifiques de l'utiliser à certains hôpitaux, aux autorités, aux différents départements qui sont sous ces ordres, de l'utiliser dans le traitement du Covid-19. Bien que les scientifiques n'osaient pas dire non, mais ils étaient réticents, ils ont cherché à résister de manière indirecte, à ne pas divulguer, propager cette utilisation en grande envergure. L'utilisation était réservée à la recherche à l'hôpital. Et maintenant que cette recherche a prouvé qu'il n'y a pas ça n'a pas été prouvé que le médicament est efficace, maintenant la voix s'abaisse un peu, la voix diminue un peu, le volume diminue, je veux dire, dans l'utilisation de ce remède. Maintenant, c'est le même cas qui arrive en Afrique. Je ne dirais pas que ce remède n'est pas efficace, mais moi, je dirais bien qu'on attend qu'il y ait des études qui prouvent que ce médicament est efficace. Il ne faut pas le rejeter. Il faut toujours, parce qu'il n'y a pas de remède, il faut toujours être optimiste, avoir les yeux ouverts, mais il faut aussi s'attendre à une étude qui prouve que le médicament est efficace avant de l'utiliser à grande envergure. Et surtout, quand un médicament est efficace, il ne faut pas voir l'efficacité seulement. Il faut savoir à quelle dose, combien de milligrammes il faut donner le médicament, combien de fois par jour, quels sont les effets secondaires, quelle est la durée du traitement. Tout ceci est à définir et à écrire les livres pour que ce soit répercuté, pour que ce soit reproduit. Mais seulement boire un remède, on ne sait pas pendant combien de jours, quelle est la dose, quel est l'ingrédient, la substance active qui est contenue dans le remède. C'est délicat. Je crois que les études sont déjà entamées, mais on attend de voir les résultats. Quelle analyse portez-vous notamment sur le rétropédalage de l'Organisation mondiale de la santé qui au départ avait minimisé ce remède, mais finalement on a l'impression que l'OMS est en train d'approuver et pourquoi pas d'apprécier les autorités malgaches par rapport notamment à cette invention? Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Si vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît. J'ai dit, comment est-ce que vous qualifiez la position de l'OMS sur ce remède malgache? Oui, vous savez que l'OMS est une partie des Nations Unies. Nous avons tous suivi la pression que les États-Unis ont exercée sur le WHO ces dernières semaines. Parce que pour les États-Unis, le WHO, l'OMS, tend plutôt à
couvrir la Chine que de couvrir les États occidentaux. Parce que l'OMS a voulu être neutre et compte tenu de la rivalité entre les puissances, les États-Unis et la Chine, il fallait bien que l'OMS prenne position. C'est ce qu'elle ne voulait pas. Elle, étant un organisme international dans le domaine de la santé, l'OMS voulait être neutre entre les deux puissances. Mais compte tenu du fait que les États-Unis ont menacé de retirer tous les financements, leur financement pour l'OMS, ceci a entraîné une certaine réaction de la part de l'OMS. Parce que privé de cette manne financière, difficilement l'organisation pourra continuer à exercer. Donc, moi je dirais que compte tenu de toutes ces pressions-là, l'OMS maintenant a changé d'attitude. Avant, elle était complètement neutre et ne suivait que les règles scientifiques. C'est ses membres, ses chercheurs. Mais maintenant, cette pandémie a changé les choses, comme je le disais tantôt. Il y a beaucoup de politiques, donc ils sont obligés aussi parfois de jouer la politique. Alors, il faut dire aussi de l'autre côté que l'OMS doit être optimiste, d'avoir les yeux ouverts. Il ne faut pas nier l'efficacité d'un produit tant qu'il n'y a pas d'études. Parce qu'ils savent que présentement, il n'y a pas d'études. Et s'il y avait dans le futur qui prouvait que le remède est efficace. Donc, c'est pour cela qu'ils ont changé d'attitude en attendant que peut-être qu'il y ait un groupe de chercheurs qui réalise une étude prouvant l'efficacité ou l'inefficacité de ces remèdes. Donc, il faut ouvrir les portes, il ne faut pas nier les choses. C'est ma compréhension. Sur cette question notamment du remède malgache, on a vu également ces félicitations du président américain Donald Trump à l'Afrique pour sa réaction positive face au Covid-19 et son appui financier au malgache. Quelle est la lecture que vous faites notamment de cette réaction du président américain vis-à-vis notamment de Madagascar? Moi, je dirais que c'est quelque chose à saluer, mais il faut savoir que les puissances occidentales, leur attitude dépend surtout de leur intérêt, parce que si tout le monde veut vraiment qu'il y ait un remède contre le Covid-19 présentement, je dirais que les autorités américaines, surtout le président, a encore plus d'intérêt, parce que, comme vous le suivez, l'économie américaine a été dévastée, donc l'effet que la pandémie a eu sur l'économie a été tellement négatif que ça n'a pas été, ils n'ont pas trouvé pareil dans l'histoire des États-Unis. Donc, aussi, les élections arrivent bientôt au mois de novembre. Donc, si ces élections arrivent avec cette situation présente, le taux de chômage, l'économie qui vraiment tend à baisser de manière tellement significative, ce n'est pas à l'avantage du candidat pour la réélection. Donc, s'il y a un remède partout dans le monde, un remède efficace d'où qu'il vienne, les États-Unis sont preneurs, ils sont prêts à financer, à supporter financièrement et politiquement cette origine, celui qui trouve ce remède. C'est d'où l'attitude des États-Unis à supporter financièrement et politiquement l'État de Madagascar. Et espérant aussi que le remède soit efficace. Donc, c'est ma lecture de cette situation et je crois que c'est la lecture de la plupart des scientifiques. L'autre aspect, docteur, de la pandémie du Covid-19, c'est cette grande interrogation de l'humanité tout entière. Malgré les avancées technologiques et scientifiques, jusqu'à présent, le monde peine à trouver un remède face notamment à un seul virus, le Covid-19. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela en tant qu'épidémiologiste? Oui, c'est vrai que c'est vraiment surprenant. C'est surprenant, mais il faut savoir que les scientifiques, depuis des années, ont cherché à avertir les autorités compétentes de la survenue éventuelle d'une pandémie pareille. Donc, depuis des années, des dizaines d'années, 5 ans auparavant, 2 ans, 3 ans, les chercheurs avertissaient les autorités de se préparer et d'avoir un plan de riposte pour une éventuelle pandémie. Mais malheureusement, c'est la politique. Parfois, il y a des priorités que de chercher à trouver un remède contre quelque chose qui n'est pas apparu, qui n'existe pas. Donc, c'est la politique.
Sinon, dans les laboratoires, les recherches sont là. Le coronavirus, c'est un virus qui est connu déjà parce qu'il avait déjà causé des épidémies telles que le SARS, le MERS, il y a 5 ans, 10 ans. Mais cette mutation qui existe est tout à fait nouvelle, ce qui différencie de ce nouveau virus de celui qui existait déjà. Donc, il a changé, transformé complètement les données et tout ce qui était connu sur le virus qui existe est différent de ce nouveau virus. Donc, ne sont pas applicables, les données ne sont pas applicables à ce nouveau virus. C'est vrai qu'il y a peut-être que le virus soit si virulent, il ne donne pas de temps aux gens de faire des recherches. Pas parce qu'il va donner 5 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans aux chercheurs de trouver le remède. Quand il arrive, nous avons vu la vitesse avec laquelle il se propage, il ne donne pas de temps et les résultats sont dévastateurs. Donc je crois que ça donne une leçon aux chercheurs. Les laboratoires vont changer d'attitude et de plan et les autorités aussi, je suis sûr que désormais vont changer de plan. D'ici qu'on trouve ce remède pour se préparer à d'éventuelles pandémies. Question est qu'on ne cesse pas de se poser, nous Africains, à regarder les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les pays occidentaux, comparativement aux continents africains particulièrement. Il n'y a pas photo, mais ce sont les plus affectés par la pandémie, étant donné que l'Afrique semble de moins en moins être épargnée de la pandémie par rapport notamment au taux de décès enregistrés dans les pays occidentaux. Quelle est l'explication scientifique que vous pouvez donner à ce constat quand même que bon nombre d'Africains n'arrivent pas à expliquer? Oui, je dirais que d'un côté, les pays occidentaux ont été atteints en premier lieu avec cette vitesse cassante, compte tenu des liaisons qui existent entre la Chine et ses États occidentaux, la fréquence du transport aérien, un patient qui est atteint, qui est malade, aujourd'hui peut dormir le lendemain en Europe ou bien aux États-Unis. Et il y a tellement de vols, pas seulement un seul malade, mais plusieurs peuvent voyager en même temps et disséminer le virus d'une manière très rapide. Et bien que c'est vrai qu'il y a des vols aussi en Afrique, mais ces vols, la densité n'est pas aussi dense que celle qui existe entre la Chine et les États-Unis ou bien l'Europe. Donc ceci explique un peu aussi le facteur de la rapidité de la dissémination de ce virus au niveau de l'Occident. De l'autre côté aussi, il faut savoir que New York, par exemple, est une ville qui la population est très dense. Pour la population est très dense, les gens utilisent le train, le bus, qui sont le principal moyen de locomotion, de transport. Et tellement de personnes, vous voyez les heures de pointe sont tellement serrées dans les trains, et certains même, il faut le reconnaître, que les sans-abri parfois même ne quittent pas le train, ils passent la nuit là-bas, toute la journée, toute la nuit, ils ne sortent même pas du train. Le bus aussi est l'un des principaux moyens de locomotion de transport aussi. C'est bourré tout le temps aux heures de pointe, le matin et le soir. Donc la contamination, il suffit du virus que le Covid se transmet par voie respiratoire, et pour que la contagion soit fulgurante. Donc je crois que ceci peut expliquer pourquoi il y a eu plus de contamination ici, dans les pays occidentaux qu'en Afrique. Et de l'autre côté aussi, il faut savoir qu'il y a le climat, bien que ce n'est pas tellement reconnu, mais le climat aussi est en faveur par rapport aux pays occidentaux où il fait plus frais, surtout en période d'hiver, winter, où le virus peut se propager et survivre pendant plus longtemps que quand le climat est chaud en Afrique. Mais il y a plusieurs autres facteurs quand même plus que cela. Le virus a commencé, la pandémie a commencé en Occident, c'est maintenant qu'elle arrive en Afrique pendant qu'il fait déjà chaud. Par rapport au mois de novembre ou de décembre, l'harmattan dans certains
dans certains lieux en Afrique. Mais maintenant, là, globalement, en général, il fait plus chaud en Afrique qu'en Occident. Donc, tous ces facteurs-là entrent en ligne pour expliquer la pandémie plus dévastatrice ici en Occident qu'en Occident. Alors, docteur, on va désormais se transporter en Guinée. Forcément, vous avez un regard sur le rétroviseur, sur votre pays natal. La Guinée également, aujourd'hui, semble être sur la voie d'être l'un des pays les plus touchés du continent parce que nous avons franchi la barre de 1800 et quelques cas de contamination. Alors, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur la gestion de cette maladie en Guinée? Oui, Monsieur Barry, la situation devient inquiétante. C'est surtout le regard que nous portions depuis le début de l'épidémie là-bas en Guinée, parce que, ayant vu ce qui s'est passé ici aux États-Unis, et avant ça, c'était passé en Chine, en Espagne, en France, etc., en Italie, c'était vraiment inquiétant. Et au moment où la Guinée ne comptait que 5, 10 ou 20 cas, c'était vraiment le moment où il fallait multiplier les efforts pour dépister tous ces malades-là qui se présentaient, qui avaient des symptômes, et les isoler, et aussi chercher à identifier les contacts aussi pour les mettre en quarantaine, pour éviter que cette explosion arrive. Vous savez, tantôt je disais que tant que nous n'avions que 300, 400 ou 500 cas, c'était possible d'identifier les cas et de les prendre en charge. Mais à partir du moment où le nombre de cas atteint ou dépasse 1000 cas, devient un peu plus inquiétant. Connaissant la capacité du système sanitaire des hôpitaux, le système sera débordé, il n'y a pas de place pour tous ces malades, et certains malades cessent même de venir à l'hôpital, donc ils restent dans les quartiers. Et c'est en ce moment que la transmission devient communautaire. Quand les malades ne viennent plus à l'hôpital, ils restent dans les quartiers. Soit ils guérissent, ou bien ils se présentent en phase terminale. C'est ce qui est inquiétant parce qu'en ce moment, ils auraient pu contaminer la famille, l'entourage, et ça devient inquiétant. Je crois que cette situation que nous vivons présentement en Guinée, mais je crois que tout n'est pas perdu parce qu'avec le social distancing, distanciation physique et sociale, on peut arriver à bout de cette transmission communautaire, mais il faut bien sûr que les règles soient appliquées, que les gens coopèrent pour éviter les congrégations, les attroupements, porter le masque, l'hygiène sanitaire, se laver les mains, et vraiment quiconque est malade, de savoir que ce n'est pas sa personne, mais c'est sa famille et sa population. Quiconque présente les symptômes du Covid, à savoir la toux, l'éternuement, la fièvre, les courbatures, la diarrhée, les maux de gorge, la perte de l'odorat ou du goût, tous ces symptômes-là, si c'est un seul, peut-être on peut douter, mais si c'est 2, 3 ou 4, il faut savoir que ce sont des signes du Covid et chercher à s'isoler à la maison, protéger sa famille, éviter tout contact, autant que possible, éviter tout contact avec les membres de la famille et l'entourage pour chercher à éviter cette progression continue de la maladie au niveau de la communauté. Je crois que c'est là où nous sommes, ça demande la coopération de tout le monde et la compréhension aussi de tout le monde pour appliquer le plan qui est déjà établi. Docteur, dans cette palette de répliques de l'État guinéen, il y a désormais l'instauration d'un conseil scientifique en Guinée. Alors vous, en tant que spécialiste en la matière, quelle analyse faites-vous de l'installation d'un conseil scientifique pour un pays comme la Guinée, mais, qui traverse déjà la crise sanitaire, pourquoi pas pour d'autres éventualités d'épidémie? Oui, il faut le reconnaître que la Guinée, quand même, comparée à d'autres pays, devrait être un peu plus préparée, compte tenu de l'épidémie d'Ebola qui est survenue il y a quelques années. Donc, nous connaissons certaines règles de prévention d'épidémie. Ce n'est pas que la base n'existe pas. Il y a des centres spécialisés pour le dépistage
des maladies qui peuvent poser des pandémies. À savoir que parmi les 10 maladies à potentialité de pandémie, 9, les laboratoires peuvent détecter 9 de ces maladies avec les laboratoires disponibles localement. Vous savez qu'au moment de l'Ebola, il a fallu des semaines avant que des échantillons ne soient acheminés vers l'Institut Pasteur et pour que le virus soit identifié dans l'Ebola. Sinon, on ne savait même pas de quelle épidémie il s'agissait, de quelle maladie il s'agissait. Maintenant, présentement, il y a une maladie qui éclate, une épidémie qui éclate, il ne prend que quelques heures ou des jours pour déterminer l'origine du virus. Donc, établir un conseil scientifique, je crois que c'est très, très important parce qu'il faut se préparer. Il ne faut pas voir seulement le Covid-19, il faut voir au-delà de cette pandémie. Parce qu'il y a tellement d'autres maladies qui peuvent poser des épidémies en Afrique, telles que le dengue fever, la fièvre jaune, et tous les autres virus que nous connaissons, le Lassa, etc., sans parler que l'Ebola peut toujours venir. Donc ce conseil qui est là, c'est non seulement pour le Covid-19, mais pour toute éventuelle épidémie qui pourrait éclater dans le temps. Alors, docteur, pour l'avant-dernière notamment de cet entretien, vous, en tant qu'épidémiologiste et spécialiste en la matière, aujourd'hui, il faut dire quand même que les agents de santé sont également les plus vulnérables. Quel est le conseil que vous pouvez lancer à ces combattants de premier rang en cette période de crise sanitaire en Guinée? D'abord, il est temps de les saluer pour les efforts fournis pour protéger, pour soigner les malades et protéger la population. Parce que c'est comme l'armée en temps de guerre. Mon conseil, c'est surtout de chercher à se protéger de manière personnelle. Utiliser le N95 parce que ces masques simples qu'on utilise dans la communauté ne sont pas adaptés à l'utilisation hospitalière, à l'hôpital. À l'hôpital, parce que là, ce sont les vrais malades qui ont été diagnostiqués, qui ont été testés positifs du Covid. Il faut vraiment se protéger au maximum. Il faut utiliser le masque qu'on appelle N95 qui protège encore plus que les masques réguliers qu'on utilise avec la régularité. Donc, il faut utiliser les équipements de protection, à savoir les blouses imperméables, les gants, les masques, les bonnets, se protéger vraiment pour pouvoir survivre et soigner les malades et protéger la population. Et c'est encore une fois, je dis merci à ces agents de santé, médecins et autres chercheurs, laborantins, et aussi les politiciens, les administrateurs qui sont impliqués dans l'établissement des lois, des règles, des disciplines pour convaincre et se débarrasser de cette pandémie. Alors, cette dernière question, docteur, comment il faut faire, à votre avis, pour amener les pouvoirs publics à plus de responsabilités en ce qui concerne notamment la crise sanitaire qui traverse la Guinée, qui impacte sérieusement l'économie nationale? Oui, moi je dirais que la même chose, il faut voir au niveau de la politique sanitaire. Par exemple, c'est vrai que les États-Unis ne sont pas un exemple vraiment à énumérer dans le cas de pandémie de Covid-19, compte tenu de la situation que nous vivons, mais les États-Unis dépensent 17% du PIB pour la santé, le produit pour le domaine de la santé. En Guinée, je crois qu'on devrait aussi voir à la rehausse les dépenses pour le système de santé, parce que il ne faut pas attendre qu'il y ait une épidémie pour chercher à vaincre cette épidémie. Il faut se préparer à l'avance. Il faut qu'il y ait des hôpitaux qui sont équipés, il faut qu'il y ait des centres de santé, il faut que les dispensaires jusqu'au dernier village soient équipés, non seulement du matériel, mais aussi du personnel. Et le système épidémiologique est amélioré présentement. Il y a un système, des équipes qui existent dans toutes les régions naturelles. Et
avec une coordination au niveau national. Donc je crois qu'en augmentant les dépenses pour le système de santé, ceci assurerait aussi une amélioration des conditions pour éviter, pour assurer la prévention contre non seulement les maladies endémiques qui existent, mais aussi se préparer contre une éventuelle épidémie. À ne pas oublier qu'en saison pluvieuse, à chaque fois nous vivons des épidémies de choléra, des épidémies de fièvre typhoïde, sans parler de ce paludisme qui entraîne des ravages de manière continue en saison sèche et en saison pluvieuse, et aussi les autres maladies qui sont là, qui sont endémiques. C'est vrai que le Covid va finir un jour, mais il faut toujours être en alerte, se préparer contre une éventuelle épidémie que nous sommes sûrs va arriver chaque année en Guinée. Donc c'est cela mon avis, M. Basseba. Alors, docteur, il ne me reste qu'à vous dire merci pour avoir pris votre précieux temps, notamment ce temps d'entretien accordé à Star 21 TV. Merci pour votre acceptation et dans l'émission Starcom. Merci M. Barry, je salue votre équipe, et je salue M. Alpha Barry du côté technique et de tout le staff au niveau de votre télévision, Star TV 21. Je salue aussi les auditeurs et auditrices. Je crois que cette pandémie va finir. D'ici là, il faut que nous écoutions les conseils et que nous appliquions les règles de distanciation sociale, de protection en portant les masques et en assurant l'hygiène personnelle, en se lavant les mains, et pour contribuer aussi en tant que citoyen, en tant que concitoyen, à cette prévention et à contribuer à vaincre cette pandémie de Covid-19. Je vous remercie encore une fois. Merci, docteur Alseni Baldé, épidémiologiste qui intervenait depuis des États-Unis pour parler également de la responsabilité des pouvoirs face à cette crise sanitaire. Nous arrivons à la fin de cette émission Starcom consacrée essentiellement à cette responsabilité des pouvoirs publics. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et à bientôt pour un autre numéro de l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle.